Bien, donc après la vision, je dirais, réglementation bancaire, la réglementation assurance, avec Thibaut Scaramanga, qui est responsable de la structuration ALM chez Barclays Capital, qui va nous présenter les challenges et opportunités de Solvabilité 2. Merci. Merci. Bonjour, je vais essayer de faire rapidement pour vous laisser prendre un petit café tout à l'heure. L'idée, effectivement, Solvency 2, ce qui est assez intéressant, donc effectivement, moi je fais partie d'une équipe où on fait de la structuration pour les banques, les assurances sur, disons, l'essentiel de leurs transactions stratégiques qui ont un angle purement ALM ou plus souvent réglementaire ou comptable. Généralement, les trois sont assez intimement liés. Solvency 2, on avait fait quelques petits travaux précédemment pour voir effectivement quel est le type de transaction qui pouvait intéresser nos clients. Et jusqu'à novembre dernier, il n'y avait quasiment aucun intérêt, ne serait-ce que d'entendre parler de Solvency 2, même de la part de nos clients assureurs. C'était limité à quelques quantitatifs dans les compagnies d'assurance, assez peu d'intérêt. En fait, l'intérêt est venu essentiellement avec la proposition de novembre ou le papier de consultation de novembre dernier dans la phase, disons, d'implémentation de Solvency 2, puisqu'il y a différence de papier de consultation et d'un mécanisme de travail avec l'industrie, qui a réveillé un petit peu tout le monde avec des charges en capital sur le crédit absolument, je vais dire, monstrueuse. Et donc là, on a vu tout d'un coup un réveil de l'intérêt en se disant, mais mon Dieu, comment est-ce que je vais pouvoir, effectivement, qu'est-ce qui me reste pour investir si je ne peux plus investir dans l'action et que maintenant on me dit que grosso modo je ne peux plus investir dans le crédit non plus, la seule chose qui me reste c'est du Govies. Comment est-ce que je vais générer un rendement suffisant? Alors l'idée ici, très rapidement, c'est de vous donner une idée des concepts de base pour ceux qui ne sont pas familiers avec les concepts de base de Solvency 2. Et puis on a fait un petit focus spécifique sur le crédit, puisque ce qui intéresse essentiellement cette présentation ce matin. Vous m'excuserez, je passerai rapidement sur quelques slides qui sont peut-être un peu plus techniques ou qui ont moins d'intérêt. Bien évidemment, je laisserai cette présentation à votre disposition. Vous pourrez me contacter si vous voulez voir la totalité de cette présentation. L'idée de Solvency 2, c'est quoi? Et c'est important de comprendre le concept parce qu'après, on comprend pourquoi les standards, les stress qui sont proposés dans la réglementation sont aussi importants. L'idée, c'est la chose suivante, c'est de dire, voilà, pour un assureur, il faut que je m'assure que si j'ai un montant d'actifs en face d'un montant de passifs, si je diffuse la valeur de cet actif en face de ce passif sur un horizon d'un an, au bout d'un an, je sois capable de liquider la valeur de mes actifs à une valeur supérieure à celle de mon passif, avec un degré de probabilité suffisant, c'est-à-dire un value at risk à 99,5%. Et c'est tout ce concept-là qui, après, dirige les niveaux de stress qu'on demande sur les différents actifs. C'est-à-dire qu'on se plaint souvent en disant « mais oui, le niveau de stress sur l'action ou sur le marché du crédit est trop important ». En réalité, quand on regarde de la value at risk à un an, bon, c'est une réflexion qu'on peut débattre sur les historiques de marché, mais compte tenu des 3 ans qu'on vient de subir, on a du mal à argumenter sur le fait que ça devrait être significativement moins important. Le problème, il est plus dans le concept de base, c'est-à-dire est-ce que fondamentalement un assureur c'est quelque chose qui est géré avec je peux être liquidé à un an et je dois pouvoir au bout d'un an liquider mon actif au-delà de mon passif, ou c'est quelque chose qui fondamentalement par le principe même du métier doit être géré sur du plus long terme, comme c'est le cas d'ailleurs dans le principe de Bâle pour les banques, en tout cas sur leur partie du banking book. Alors, quand est-ce que ça vient à échéance? Quand ça vient à l'implémentation? On parle de octobre 2012. Plus probablement, début 2013, on commence à sentir, disons, qu'il y aura sans doute un petit report.
Mais en réalité, il y a quelque chose de fondamentalement différent entre BAL 2 et Solvency 2. C'est que finalement, BAL 2, ça a des impacts sur la gestion des portefeuilles de crédit. Mais fondamentalement, ça a eu des impacts essentiellement sur, disons, la méthode de mesure du risque. Assez peu, ou moins en tout cas, sur l'allocation générale du portefeuille d'une banque. Dans le cadre, pourquoi ? On le verra, mais c'est fondamentalement parce que BAL 2, le fondamental de BAL 2, c'est un fondamental banking book, c'est-à-dire je garde mes actifs jusqu'à maturité pour l'essentiel. Fondamentalement, Solvency 2, c'est différent. Ça veut dire que j'ai une approche beaucoup plus de risque de marché qui va me demander de la mise en place de couverture et le rebalancement de mon portefeuille en avance de l'implémentation de Solvency 2. C'est-à-dire que même si c'est en 2012, en réalité, on va devoir prendre des premières décisions assez rapidement pour être à jour au moment de l'implémentation de la réglementation. Je passe rapidement sur le timetable. Donc effectivement, bon, on est plutôt sur la droite, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment dans le cœur de l'implémentation. Il y a encore des discussions, il y a des variables d'ajustement, mais en réalité, on est dans un entonnoir et on est plutôt, on entre dans le goulot de l'entonnoir en termes de niveau de précision des paramètres de risque à mettre en place, même s'il y a certainement un certain nombre d'évolutions qui vont se faire au dernier moment, notamment pour prendre en compte un certain nombre de facteurs plus politiques qu'économiques. J'ai parlé déjà de la différence entre BAL 2 et Solvency 2. Simplement, ce qui est nouveau pour Solvency 2, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, on avait une approche à la fois qui était très hétérogène en Europe d'un pays à l'autre, et deuxièmement, qui était dans la plupart des pays, et notamment en France, assez peu orientée sur la mesure du risque réel des actifs. Dans Solvency 2, on est directement sur la mesure de risque de marché des actifs, pas que le risque de marché, d'ailleurs l'ensemble des risques, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est le risque de marché. Et la différence avec BAL 2, donc effectivement, qui est plus une approche que j'appelle ici de run-off, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si j'arrête tout et je garde mon portefeuille jusqu'à la fin? Est-ce que les cash flows liés à mes actifs seront suffisants pour payer les cash flows liés à ma dette? Ça, c'est les banques. Donc effectivement, l'assurance, c'est une approche complètement différente. Est-ce que la valeur de marché de mes actifs sera suffisante pour payer la valeur de marché de mon passif au bout d'un an? Je m'excuse, je vais passer rapidement pour un gain de temps, voilà, sur quelques slides. Ici, on voit le fondamental de Solvency 2. En fait, dans Solvency 2, il y a deux approches. Il y a une approche, si vous voulez, une fois qu'on a défini les grands principes, value at risk à 1 an, on va dire, vous avez le choix soit de développer votre modèle interne, alors partiellement ou totalement. Il y a plus de flexibilité par rapport à BAL 2 sur la capacité d'implémenter les modèles internes uniquement sur une partie du portefeuille ou une partie du passif. Soit vous avez une approche standard qui est basée sur un certain nombre de formules et qui découpe le risque en grands modules. Donc en fait, effectivement, celui dont on est intéressé aujourd'hui, c'est le risque de marché, mais en réalité, l'approche est la même pour l'ensemble des risques, notamment les risques assurantiels, qui soient vie, dommages et autres. Donc, l'approche standard, effectivement, c'est celle qu'on va illustrer rapidement aujourd'hui, parce que finalement, c'est celle qui sera la plus généralement utilisée. Et même pour les assureurs, les plus grands assureurs qui utilisent des approches internes, en réalité, ils devront prouver aux régulateurs que leurs résultats sont pas trop éloignés de l'approche standard et qu'il n'y a pas d'arbitrage entre les modèles internes et l'approche standard. L'idée, c'est quoi? C'est on a une espèce de formule d'approximation d'un niveau de VaR, c'est-à-dire j'ai une mesure de stress sur chacun des actifs. Alors par exemple, moins 45% sur
le portefeuille action, pardon, moins 45% sur le portefeuille action. Cette mesure de stress, donc je vais la différencier par actif. Et une fois que j'ai mon niveau de stress sur chacun des actifs, je ne fais pas simplement la somme des actifs. J'ai cette formule qui s'applique généralement aux mesures de volatilité, que là on va utiliser sur les niveaux de stress, avec une matrice de corrélation qui permet de réduire un petit peu, en fonction des corrélations entre des différents actifs, la mesure totale du capital. Alors, les niveaux de stress sur les différents actifs, quelques points de repère. Le premier élément pour un assureur, ça restera quand même le risque de taux. Pourquoi ? Parce qu'on a un risque de taux au passif et à l'actif. Et donc, c'est un des éléments essentiels de mesure du risque. Qu'est-ce qu'on fait là, sur l'approche standard? On ajuste la courbe des taux à la hausse, on l'ajuste à la baisse, on regarde la valeur de mon actif et la valeur de mon passif sur ces deux scénarios, on regarde la valeur de l'actif net sur ces deux scénarios, et mon niveau de stress va être, disons, la réduction d'actifs nets la plus importante sur ces deux scénarios, donc le maximum de réduction d'actifs nets sur ces deux scénarios. Cette approche de réduction d'actifs nets, elle se retrouve sur l'ensemble des catégories de risques. Okay. Alors, ce qui est intéressant pour les taux, d'ailleurs, comme pour l'equity, c'est qu'en fait, on ne prend pas simplement le niveau absolu des taux, on prend aussi les changements de valeur implicite de volatilité implicite, pardon, qui veut dire que si on a vendu de l'optionnalité dans notre passif, si la volatilité implicite augmente, la valeur de notre passif augmente. Donc si on ne l'a pas hedgé correctement du côté actif, ça pose un problème. L'equity, moins 45% sur les marchés OCDE. Donc effectivement, c'est un stress extrêmement important. Une des problématiques que nous disent les assureurs, c'est attendez, bon, moins 45%, c'est une année, c'est possible, mais une fois que j'ai perdu 45%, en réalité, la probabilité de reperdre l'année suivante 45% est très faible. Donc il y a une faible reconnaissance de ce côté-là. Il y a un petit degré de smoothing du stress, mais assez faible. Donc on n'a pas vraiment une reconnaissance d'une espèce de retour à la moyenne sur lequel les assureurs français notamment sont pas mal mobilisés. Moins 55% sur tout ce qui n'est pas, disons, OCDE ou traité sur les marchés organisés. Sur le crédit, on va y venir, mais en fait, on a une différenciation entre les corporate bonds, la titrisation et les CDS. Ce qui est important de voir ici, d'ores et déjà, c'est qu'en fait, on n'a pas de risque de crédit sur les souverains, en tout cas sur les souverains OCDE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, telle qu'est la dernière proposition, on va avoir sans doute, disons, un report sur des niveaux de souverains qui offrent un yield important. Donc, bon, c'est d'actualité, mais aujourd'hui, il n'y a pas de charge spécifique si on investit plutôt sur des emprunts grecs ou sur des emprunts allemands. Les niveaux de corrélation entre les différents actifs, je passe rapidement, mais effectivement, c'est l'idée de dire, et vous voyez que les niveaux de corrélation sont tous assez importants en réalité. Hein. Ce n'est pas simplement la somme. Enfin, bon, avec des corrélations pour la plupart supérieures à 50%, on reste sur un bénéfice de diversification qui est relativement faible. Je vais passer rapidement sur les impacts. Simplement pour illustrer les impacts potentiels, si vous voulez, sur les hedges de taux, nous, dans notre équipe, on fait beaucoup de montage disons, de programmes de couverture de taux. On a fait notamment pas mal au Benelux. La problématique, c'est souvent que voilà, si on veut hedger correctement un passif d'assurance, notamment avec l'ensemble des optionnalités vendues, alors en France, c'est plutôt du risque de rachat, il faut acheter pas mal d'optionnalités dans le marché, sauf que le marché, il a une certaine capacité d'absorption, et que d'ores et déjà, sur certaines activités d'ALM assez significatives dans le passé, on a vu des forts impacts.
qu'aujourd'hui, en réalité, si on regarde le montant de Vega, c'est-à-dire d'exposition à la volatilité qu'il faudrait acheter pour les assureurs, on parle en réalité de plusieurs milliards de Vega. Vega étant, grosso modo, quand je bouge d'un point la volatilité implicite, combien bouge la valeur de mes options. Donc plusieurs milliards de Vega, c'est juste pas absorbable par le marché. C'est quelque chose qui n'est pas réellement pris en compte par la réglementation aujourd'hui. Les principaux challenges sur, disons, le Solvency 2 dans son ensemble, avant de passer sur le crédit, je citerai, disons, un problème essentiel en dehors de tous les aspects techniques de mise en place, etc. On va devoir mettre en place des politiques de couverture efficientes en utilisant des produits dérivés. Le problème, c'est que quand on fait ça, on a une asymétrie comptable entre son passif et son actif, puisque les produits dérivés sont tous mark-to-market. Donc, il faut se pencher sur la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je râpe est-ce que j'englobe mes produits dérivés, notamment de taux, puisque c'est possible sur les taux, c'est encore possible sur les taux, dans des structures non mark-to-market? Ou alors, est-ce que je passe mon passif, une partie de mon passif, la partie optionnelle, en mark-to-market? C'est ce qu'ont choisi de faire un certain nombre d'assureurs, par exemple Aegon et Delta Lloyd le font. Mais c'est un petit peu ouvrir la boîte de Pandore, parce qu'à partir du moment où on fait ça, on a intérêt à être très très bien hedgé. Le problème, si on fait pas ça, la gestion du risque dans le cadre de Solvency 2 est très difficile. Et c'est une des raisons, ce genre de contraintes qui ne sont pas uniquement liées à la gestion du risque, mais plus des problèmes opérationnels de mise en œuvre, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu de grandes vagues de mise en place de couverture, parce que les assureurs se posent toutes ces questions: comment je vais implémenter, comment je vais mesurer réellement mon risque, comment je vais le gérer dynamiquement, etc. Donc, les grands challenges sur les 2 années qui viennent sont effectivement ceux-là. Sur le crédit, on différencie corporate et titrisation. On est passé, en fait, dans les premières mesures de Solvency 2, les premières propositions, de quelque chose qui était assez proche de BAL 2. Une idée un petit peu de buy and hold, c'est-à-dire on regardait la probabilité de défaut et le taux de recouvrement en cas de défaut. Et donc ça donnait des mesures de capital raisonnables. Aujourd'hui, on est passé sur des niveaux de stress beaucoup plus importants. Alors vous voyez dans cette petite table en bas ce qu'on appelle le final advice. L'idée, c'est on a une mesure de stress qui est une mesure de stress de spread qu'on va multiplier par la duration. Okay. Donc par exemple, un bond corporate triple B, on va avoir une mesure de stress de 2,5. Si j'ai un bond de 5 ans ou avec une duration de 5 ans, ça va faire 12,5 de capital charge sur ce bond. Si c'est 10 ans, ça sera plus de 25%. Sur la titrisation, il y a un phénomène intéressant. On parlait d'agences de rating et de leur rôle. Solvency 2 dit on ne va plus se baser sur les agences de rating. Elles ont prouvé leurs limites dans la crise. Donc on va simplement regarder la qualité du sous-jacent, le niveau de stress sur le sous-jacent. On va mesurer un niveau de stress un petit peu différent, mais de la même nature que celle que j'explicitais sur les bonds corporate. Et on va regarder par rapport à ce niveau de stress. Alors ici, on a un exemple. C'est sur du triple B 5 ans. On a un niveau de stress pour un portefeuille sous-jacent à titrisation de 13,5. L'idée, c'est laquelle? Si j'ai une tranche qui détache avant ce niveau de stress, j'ai 100% de capital. Si j'ai une tranche qui attache après ce niveau de stress, j'ai 10% de capital. Et si j'ai une tranche qui attache entre les deux, c'est une espèce de fonction linéaire, comme on le voit ici. Donc effectivement, ça peut être assez sévère. Ça veut dire quoi? Juste une seconde. Ça veut dire qu'en termes d'opportunités, on va plutôt regarder, pour un assureur, on va plutôt regarder des tranches equity très fines, parce que bon, elles consomment 100% de capital, mais si un fort rendement, ça peut toujours être intéressant, et des tranches senior mezzanine assez fines aussi. Ici, on a fait une comparaison rapide sur des différentes tranches bond corporate versus titrisation. On se rend compte que
il est plutôt intéressant d'avoir, dans le cas de Solvency II, d'avoir des bonds corporate court terme, puisqu'il y a un stress de duration, et plutôt de la titrisation long terme, puisque on a ces niveaux assez digital entre 100 et 10%, mais qu'une fois qu'on est dans les 10%, même si on est sur une titrisation senior de 10 ans, on restera dans le 10%. Et donc, on a un traitement plutôt favorable de ce point de vue-là. Attendez, je cherche rapidement. Voilà. Je voulais vous montrer ce slide-là qui est en fait un slide intéressant qui compare, disons, on parlait des banques, des assureurs, des niveaux de titrisation, disons, plusieurs tranches avec leur niveau de capital requirement pour les assureurs et pour les banques. On voit que sur le super senior dans BAL 2 Banking Book, on a 0,56% de capital pour une banque. 7% de risk weighting fois 8% de capital, donc 0,56% pour une banque, par rapport à 10% pour un assureur. Donc clairement, ici, l'idée, c'est plutôt pour un assureur, pour une banque, on imagine plutôt qu'elle va garder la tranche super senior, par contre, essayer de la faire financer par un assureur, que ce soit en l'utilisant comme collatéral ou autre chose. Par exemple, en se mettant dans le cadre du risque de contrepartie, qui est plutôt bien traité dans le Solvency II, j'en ai pas parlé, mais vis-à-vis du risque de spread, qui est très mal traité. Le risque de contrepartie est un risque qui est en dehors du module de marché. Donc, par exemple, on peut utiliser la tranche super senior pour faire du financement auprès des banques, du financement collatéralisé. Les tranches mezzanine, senior mezzanine, sans doute, c'est là où il y a le plus d'intérêt pour un assureur, dans le cadre de Solvency II tel que c'est aujourd'hui, la proposition. Junior mezzanine, plus difficile parce que des consommations de capital importantes. Et après, disons, junior equity assez fine. Là, de nouveau, un intérêt à la fois pour les banques et pour les assureurs. Intérêt pour les banques parce que ça permet de montrer plus facilement une réduction significative du risque ou un transfert significatif du risque dans les mesures de capital associées au portefeuille. Et pour les assureurs, effectivement, il y a une consommation de capital importante, mais ça va mettre en vis-à-vis d'un rendement important. Je faisais juste avant, on ne va pas passer en détail, mais ici on a un exemple de décomposition d'une transaction. On dit effectivement, par exemple, dans le cadre de la réglementation telle qu'elle est, plutôt que d'avoir un portefeuille corporate bond, j'ai plutôt intérêt à avoir un portefeuille qui soit 95% govies et 5% d'une tranche equity de titrisation. Voilà, pour finir, dans le cadre du crédit, disons les orientations qu'on perçoit, effectivement, l'orientation vers du souverain, donc du yield picking plutôt dans le marché souverain. Jusqu'à présent, le CEOPS, cet organisme qui développe Solvency II, a toujours réagi après une crise en disant « Ah, il y a une crise, je vais resserrer un petit peu les boulons à droite et à gauche ». Ici, on va bien voir s'ils vont resserrer les boulons sur les souverains après la crise grecque. Politiquement, en fait, ça m'étonnerait. Le short-dated bonds, les short-dated bonds avec un swap pour voler pour garder la duration d'un point de vue taux. Long-dated senior mezzanine, first loss equity, credit CPPI, et puis des trades de negative basis, par exemple, puisqu'on voit que le risque de contrepartie n'est pas vraiment chargé en Solvency II. Donc effectivement, là où il y a du rendement en achetant un bond et en achetant la protection en même temps, tel que c'est aujourd'hui, on n'a pas de charge en capital d'un point de vue Solvency II. Et puis le financement du collatéral pour les banques, ça effectivement c'est quelque chose sur lequel moi en tant que structureur je travaille actuellement sur un certain nombre de ce type de transactions. Il y a un vrai intérêt des deux parties, un vrai intérêt partagé des deux parties sur ce type de transaction et ça nous paraît un axe de développement assez important dans le cadre de Solvency II. Merci.